Est-ce que Louis-Carl est là? Oui, 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 je suis là. Quoi, quoi. Ah, salut! Oui. Salut Jean-François. Content de te voir. Ben oui, moi aussi, j'arrive. Je te voyais pas à l'écran, je commençais à paniquer. Oui, je suis pas habitué de travailler avec autant de gens. Alors, ben, merci à l'ensemble des petits carrés d'être avec nous aujourd'hui sur cette magnifique plage Zoom. Et merci de nous avoir invités aussi. Je trouve ça super pertinent. Puis, je suis content d'être en intervention avec toi, en fait, Jean-François, parce que je sais que, évidemment, c'est un dossier qui tient à cœur pour l'avoir vécu, pour l'avoir y avoir longuement pensé aussi, n'est-ce pas? Ben, entre autres, avec moi, j'ai vu qu'Olivier est avec nous aussi, donc, quoi, quoi, Olivier aussi. C'est ça, de cette magnifique anthologie-là là, que tu as travaillé et évidemment le territoire. Ton livre aussi sur un peu l'histoire ou ta découverte de la littérature autochtone, qui demeure un livre extrêmement important en tout cas, qui est probablement le meilleur sur le marché en ce qui touche à l'histoire des littératures autochtones au Québec. Donc, merci pour tout ça et un plaisir de te revoir. Génial, mais en parlant, Louis-Carl, de l'histoire des littératures des premiers peuples, je trouve que ce serait peut-être pertinent que tu puisses partager avec les collègues cet après-midi un peu ce qui s'est passé dans les années 2000, à Wendake notamment. Euh, Parce que souvent, on entend parler de l'émergence des littératures autochtones ou du boom des années 2010. Donc, effectivement, là, je pense que ça se mesure en termes de publication, en termes de maisons d'édition qui s'intéressent à ce corpus-là. Là. Donc, oui, effectivement, il s'est passé quelque chose dans les années 2010, mais ça ne vient pas de nulle part, puis ça émerge pas comme ça de rien. Puis j'aimerais ça que tu nous racontes un peu peut-être le travail de terrain. Je pense que c'est vraiment important de souligner là, le travail de terrain qui a été fait à partir de Wendake, mais aussi dans les communautés Innu, Atikamekw, Anishinaabe, etc. Donc, le travail comme un peu de préparation qui s'est fait dans les années, je dis les années 2000, mais évidemment, il y a du travail qui s'est fait en amont aussi, là, mais si on commençait à partir de 2000. Là. Ouais, ben c'est ça, hein, on a toujours des défis, puis c'est de définition un peu, hein, quand on parle de littérature autochtone, puis je sais que tu as réfléchi aussi, en tant que tu étais QNOM aussi dans tes essais. Mauricio Gatti s'est posé la même question au début des années 2000 quand il est venu étudier les littératures autochtones au Québec. Diane Boudreau aussi s'est posé la question. Tu te rappelles de l'année de son essai? 93 de mémoire, j'ai le goût de Ouais, dire. Ouais. 93, Diane Boudreau, oui. Ben, tu sais, c'est parce que c'est bien beau, on a des gens, on veut parler de littérature autochtone, mais à base, c'est ça, je pense que les chercheurs, puis même chez les auteurs, hein, ou les gens, disons, du milieu littéraire, c'est qu'est-ce qu'on entend par littérature autochtone? Et je pense que avant d'aborder la question, peut-être la première chose qu'on peut peut-être mettre ça au clair tout de suite pour qu'on parle la même chose, parce que ah, et même, j'ai le goût de dire, même dans votre anthologie, toi, Naomi et Olivier, me suis posé la question parce que j'avais des trucs là-dedans. Je me disais, ouais, mais c'est intéressant. Il y a sûrement une raison pédagogique pourquoi eux ont mis ça là. Mais c'est pas de la littérature autochtone. T'sais. Serge Bouchard, c'est pas de la littérature autochtone. De la littérature autochtone, c'est, pour moi, en tout cas, et pour Coyaton, que c'est des écrits littéraires, bien sûr, mais écrits ou coécrits quand même, par des membres des Premières Nations ou de la nation inuit. T'sais, à base, c'est ça. Il n'y a pas d'impératif de thème, il n'y a pas d'impératif de genre, mais vraiment, on parle de littérature écrite par des membres des Premières Nations. Et historiquement, ces premiers écrits-là arrivent dans les années 70. Euh, je ne veux pas rentrer, parce qu'on passe beaucoup de temps ensemble là, dans les débats, à savoir qui est le premier écrivain autochtone au Québec, parce que là, ça nous oblige à se poser la question, mais qui est autochtone, tu sais, parce que on s'en pose encore aujourd'hui, hein, il y a beaucoup d'autoproclamations, bon, qui sont dus à des phénomènes sociaux, politiques, etc. Aujourd'hui, mais ça ne date pas d'aujourd'hui, c'était ça des années 70 sous une autre forme aussi. On va parler souvent de Capèche comme étant la première, c'est du moins la première Innu.
Mais ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a très peu d'écrits autochtones au Québec au 20e siècle. Et on va souvent lancer la pierre ou excuser ou expliquer plutôt. On explique ça par le fait que les Autochtones ne sont pas de tradition écrite, que les Autochtones, bon, ont un préjugé défavorable ou une relation difficile avec l'éducation due au pensionnat. Euh, pour moi, c'est toutes des raisons des hypothèses qu'on peut expliquer, qu'on peut prendre en compte, mais pour moi, ça ne tient pas la route parce que les Wendat n'ont pas été dans les pensionnats. Ben, oui, c'est-à-dire, on y a été, les pensionnats des Jésuites et des Ursulines, mais plus pas dans les pensionnats fédéraux, là, plutôt dans les ancêtres des pensionnats fédéraux, c'est-à-dire les pensionnats français. Euh, mais tu sais, chez nous, à Wendake, il y avait une école libérale à la fin du 18e siècle, au début du 19e siècle, au moment où les Québécois, les Canadiens français à l'époque avaient des écoles de rang pour apprendre à plier le linge et défricher les champs. Nous, on avait une école libérale chez nous. Donc, on apprenait évidemment français, anglais, mathématiques, en plus du Wendat, bien sûr, qui était parlé couramment à l'époque. Donc, tout ça pour dire que les raisons historiques, on pourrait en débattre longtemps. Je ne suis pas toujours d'accord avec les propositions avancées par différents chercheurs, mais il y a un état de fait qui demeure, c'est qu'il y avait très peu d'écrits avant les années 2000. Il y en avait de façon sporadique. On peut penser évidemment à Capèche, qui est une pionnière. On pense à Éléonore Sioui, qui est la première femme autochtone à avoir publié un recueil de poésie en français au Canada. On pense à des gens comme Charles Coucou chez les Atikamekw, Rita Mistokosho par la suite. Et ensuite, on va arriver avec Jean Sioui à la fin du 20e siècle, avec le pas de l'Indien. Mais toute cette période-là, des années 70 à 90, il y avait très peu de textes. Il y en avait, mais c'était dans des revues spécialisées entre autochtones ou dans des newsletters. Il y avait très peu de choses accessibles sur le marché. Et bon, à base, je pense que c'est surtout une question de marché et pas tant une question de talent ou une question d'intérêt. Euh, mais ça bascule au début des années 2000 pour différentes raisons, et particulièrement, tu l'as dit, à partir de 2010, nous, on a fait un travail avec Maurizio Gatti. Moi, j'ai eu la chance de connaître Maurizio quand il est arrivé à l'Université Laval. J'y étais, j'étais en train de faire ma maîtrise à l'époque en anthropologie à Laval. Et on s'est croisés là et on s'est mis à monter différents projets, entre autres avec Jean Sioui aussi, que la création du cercle d'écriture de Wendake, bien sûr, mais au-delà de ça, on s'est mis à réfléchir très tôt à la situation et à la position des littératures autochtones au Québec. On voyait qu'il y avait un talent immense, qu'il y avait un potentiel immense, mais que l'infrastructure littéraire québécoise ne faisait pas de place aux auteurs des Premières Nations. Et c'est là que résidait, de notre point de vue, du moins à l'époque, et bon, je continue à croire que le problème était beaucoup là, c'est que, et quand je parle d'infrastructure littéraire au Québec, c'est vraiment au sens large. Les éditeurs, bien sûr, les revues, les salons du livre, les festivals littéraires, les départements de lettres dans les cégeps, les universités. Donc, il n'y avait pas de place. Et même quand on regarde au niveau des événements, il n'y avait pas un seul festival ni un salon du livre qui invitait des auteurs autochtones là, au début des années 2000. Une exception étant le Maître Bleu à Montréal. Mais encore là, on invitait uniquement des auteurs autochtones, anglophones d'ailleurs au pays, qui venaient ici. Il n'y avait pas de place pour des gens Sioui à l'époque ou des Rita Mistokosho à l'époque. Euh, au début, je crois que c'est en 2003, prenez mes dates avec des pincettes, là, OK? Parce qu'il y a une raison pourquoi j'ai fait un bac en histoire puis que j'étais en anthropologie après, c'est parce que je ne suis pas très bon dans les dates. Tu sais, j'ai tendance à perdre le fil assez rapidement. Mais à l'entour de 2003-2004, il y avait cette magnifique collection-là, Loup de Gouttière, qui s'appelait Les Loups Rouges, hein, donc une collection jeunesse. Et Madame Vernac, l'éditrice à l'époque, avait beaucoup, beaucoup d'espoir.
on se rendait compte que ça n'arrivait pas à percer dans le marché parce qu'il n'y avait pas, je suis pas sûr qu'il n'y avait pas d'intérêt nécessairement auprès de la population québécoise, mais je pense qu'il n'y avait pas nécessairement, je pense que le milieu littéraire, il croyait pas tout simplement. Les choses ont bien changé, là, tu sais, parce qu'on dit qu'on a fait du travail, ben on s'est posé la question et on s'est mis à réfléchir sur c'est quoi les étapes un peu, qu'est-ce qu'on doit faire pour permettre cette émergence-là. Et parmi l'ensemble des questions qu'on s'est posées, ben, c'était justement de dire comment on fait pour avoir accès à la publication, comment on fait pour avoir des événements, comment on fait pour qu'on parle de nous dans les médias, comment on fait pour qu'on soit enseigné à l'école. Et quand je dis on, c'était beaucoup avec Maurizio Gatti. Et on organisait en 2008, en fait, ça nous a pris 2, 3 ans à organiser ça, mais on a organisé le Carrefour des littératures autochtones de la francophonie en 2008, un peu par désespoir, dans le désir de faire un boom, puis que les médias en parlent, parce qu'on se rendait compte qu'il n'y avait pas de place au Québec pour nos littératures, que, disons, tout ce qui n'était pas québécois, francophone, blanc, catholique, il n'y avait pas vraiment de place. Et c'était la même chose côté des Autochtones anglophones qui, eux, avaient développé vraiment un réseau déjà à l'époque, qui, eux, se parlaient non seulement à l'échelle du Canada, mais avec les États-Unis, la Nouvelle-Zélande, l'Australie. Ils avaient déjà un réseau, des publications, ils étaient enseignés à l'université, etc. Ils avaient des événements, mais jamais ils n'invitaient d'auteurs autochtones francophones. Donc, tant du côté québécois que du côté autochtone anglophone, c'est comme si on n'existait pas. Et on s'est dit, ben, faisons comme les anglophones. On va organiser un événement international qui va mettre en lien les Autochtones francophones du Canada, mais aussi les gens de Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie, d'Afrique du Nord. Et on a réalisé à Wendake, donc c'est une semaine d'activité avec un colloque universitaire. D'ailleurs, aujourd'hui, beaucoup de gens qui ont assisté au colloque, qui étaient étudiants, ont aujourd'hui des positions dans les universités ou sont très, très engagés dans l'enseignement de littérature autochtone. Je pense à des gens comme Marie-Hélène Janotte à Sherbrooke, des gens comme Isabelle Saint-Amand qui est aujourd'hui à Queens et d'autres. Donc, ça a vraiment eu un impact, je pense, au niveau de la sensibilisation des gens à l'existence de la littérature autochtone. Et chez les auteurs autochtones, ça nous a donné aussi un sens de c'est bon ce qu'on fait, on existe et on vit toutes les mêmes réalités, qu'on soit à cette île ou à Punaouia en Polynésie française ou au Maroc. Il y a beaucoup de choses qui se ressemblaient. Bon, évidemment, le Maroc est un autre type de régime. On s'entend qu'il y avait aussi au niveau autochtone, là, au niveau amazigh, il y avait certaines formes de répression culturelle là, de la force du côté de l'État. Mais sinon, en général, on se rendait compte qu'on avait les mêmes types de difficultés. Je parlais à Flora de Vatine, par exemple, en Polynésie, qui disait oui, mais moi, une autrice extraordinaire là, qui est enseignée, puis elle a été traduite en partie en anglais, donc elle est aussi enseignée du côté anglophone, mais disait, moi, côté anglophone, le reste de la Polynésie est en bonne partie anglophone, ça ne les intéresse pas. Puis moi, quand on voit ça en France, ça n'intéresse personne non plus. Qui va lire mes livres, tu sais? Et nous, on avait le même problème au Québec. Donc, mais je pense que ça a éveillé beaucoup de conscience, cet événement-là. En parallèle, bien évidemment, il y a le livre Amiktao qui est sorti chez Mémoire d'Encrier, dont tu as beaucoup parlé aussi dans tes écrits, JF. Et ça nous a mené à un nouvel état de fait. Et surtout, je pense, ça a donné aux gens l'envie de non seulement d'écrire un livre, mais d'avoir des carrières. Et ça, c'est ça la grosse différence entre le 21e siècle, je vous dirais, et le siècle qui a précédé. C'est qu'au 20e siècle, il y a eu quand même un certain nombre d'auteurs qui ont publié soit des livres ou soit dans des revues, mais souvent, c'était un one-shot deal. Les gens publiaient un ouvrage, mais ils l'avaient fait, ils passaient à d'autres choses. Alors qu'aujourd'hui, on a la chance et le milieu est favorable à produire sur une longue période et pouvoir construire des œuvres aussi, vraiment, avoir des carrières d'écrivains. Et ça, c'est ce qui est nouveau, je pense. Ouais, et
C'est drôle parce que ce que tu racontes, je l'ai vécu, moi, évidemment, en tant qu'étudiant, hein, quand je suis revenu de Kuujjuaq, donc aux années 2006, puis j'ai voulu commencer à étudier les littératures autochtones à la maîtrise de l'Université de Sherbrooke, c'était vraiment pas évident. Une chance que je suis tombé sur les travaux de Gatti, puis sur la grande générosité de Mauricio qui m'a aidé là-dedans. Mais ça fait juste 15 ans de ça, ça fait une quinzaine d'années, mais c'était vraiment pas facile. Je me rappelle, mon mémoire de maîtrise portait sur la réception critique des littératures autochtones au Québec. La conclusion était écrite avant même que j'entende mes recherches. Là. Il n'y en avait pas de réception critique. Mais tu l'as bien nommé. Pour moi, 2008, avec le SILAF, l'événement que vous avez créé à Wendake, auquel j'ai participé en tant qu'observateur, pas en tant que j'étais là comme observateur. Je pense que c'est un événement qui est un tournant. J'invite d'ailleurs les gens là, à aller lire l'anthologie Mots de neige, de sable et d'océan. Le titre est magnifique, mais c'est une anthologie qui regroupe des textes des auteurs qui avaient été invités au SILAF. Donc, vous retrouvez les Mots de neige, donc des auteurs du Québec. De sable, c'est les auteurs Amazigh là, du Maroc, et l'océan, c'était la Polynésie française. Et il y a aussi un Et la ouvrage. Nouvelle-Calédonie Nouvelle-Calédonie, oui, excuse-moi. aussi. Et il y a aussi l'ouvrage Littérature autochtone qui a été publié la même année et qui était un peu le terme m'échappe, les actes, excusez-moi, les actes du colloque qui avait été organisé. Donc, ça, c'est une publication de Mauricio Gatti et de Louis-Jacques Doré. Donc, en parallèle des activités au SILAF avec les auteurs, il y avait aussi eu un colloque là, de chercheurs. Et bon, avec les travaux de Gatti, début des années 2000, là, son anthologie, son essai, puis après ça, bon, c'est les travaux autour du SILAF, là, dans le milieu universitaire, chez les jeunes chercheurs, à cette époque-là, ça avait vraiment donné beaucoup, beaucoup d'oxygène, si je peux m'exprimer comme ça. Et évidemment, bon, ça, j'en avais parlé beaucoup aussi dans mes travaux, mais l'impact de Métitao, donc publié chez Mémoire d'Encrier, paru, je pense, 2008 ou 2009. 2008, parallèlement avec, c'était indépendamment du SILAF, là, mais c'était dans la même mouvance. Donc, ce recueil-là d'échanges, de correspondance entre écrivains des Premières Nations et écrivains québécois. Un projet de Laure Morali, donc, qui était une amie de Rita Mistokosho, qui a séjourné chez les Inuits sur la Côte-Nord pendant longtemps, etc. Là. Et moi, qui étudiais la réception critique, comme je vous ai dit, à cette époque-là, j'ai vu le changement. À partir des Métito, les journaux généralistes se mettent à parler de littérature autochtone. Le Devoir, la Presse, le Journal de Montréal. C'est comme si ça avait pris l'intermédiaire de certains écrivains québécois là, pour amener les journalistes, la critique à s'intéresser aux Jean Sioui, Rita Mistokosho et les autres. Louis Carl a participé au projet aussi. Et donc, je trouve que le SILAF à Wendake et Métito à Montréal avec Mémoire d'Encrier, autour de 2008, ça a vraiment... c'est ce qui a propulsé après ça la décennie 2010. Oui, parce Une qu'en des même temps, retombées... là, Oui, vas-y, Louis. non, mais puis tu sais, je ne sais pas si c'est une question de zeitgeist ou une question de force qui constatait la même chose, mais oui, moi je pense qu'il y a vraiment un boom qui était là. Puis surtout, c'est que le fait que on en ait parlé dans les médias, tu sais, tant d'un Métitao que du SILAF, ça l'a aussi éveillé des consciences, non seulement dans le milieu littéraire québécois, là, tu sais, ou chez les Québécois, mais aussi chez les membres des Premières Nations. Ils disent, hein, on peut faire ça, écrire, tu sais, c'est possible de faire ça, écrire aussi, tu sais. Il ne faut pas oublier non plus l'impact à ce niveau-là, parce que il y a, de la même façon que chez les jeunes, chez des jeunes Québécois qui se sont dit, hein, on peut étudier ça, la littérature autochtone, tu sais, on peut en faire une thèse ou un mémoire, ben, chez les Autochtones, hein, on peut écrire, ça se peut, tu sais, qu'on publie, tu sais. Donc, ça a été marquant pour ça, je pense. Excuse-moi, je t'ai coupé, JS. Non, mais j'allais juste compléter, mais c'est tout à fait en lien avec ce que tu as dit. J'allais compléter que une des retombées, peut-être la plus grande retombée de Métito, c'est après ça, c'est la publication du premier recueil de Joséphine Bacon, qui est quand même pas rien, on va se le dire. Fait que là, on est en 2009, puis c'est vraiment les premiers poèmes publiés par Joséphine Bacon, c'est par l'entremise de Laure Morali à travers le projet des Métito. Joséphine qui avait été jumelée à José Aclin.
donc dans le projet. Puis, ça a donné bâton à message en 2009. Puis, ce que tu dis, Louis-Carl, est tout à fait juste parce que j'étais au lancement du recueil à la librairie Olivieri. Puis, il y avait, bon, évidemment, des Québécois, la gang de Mémoire d'Encrier, des chercheurs, des universitaires, des jeunes chercheurs. Mais il y avait aussi toute une délégation d'Inuits qui était descendue de la Côte-Nord pour venir célébrer ce moment-là. Puis je pense que autant nous, on avait été surpris de les voir débarquer, eux, autant, je pense ils avaient été surpris de voir à quel point le travail de Joséphine Bacon rayonnait déjà. Puis on n'est pas, c'est là 12 ans, là, donc c'est pas comme aujourd'hui, mais ça rayonnait déjà. Et ça avait vraiment été une très belle soirée où on pouvait voir que la littérature pouvait peut-être mettre en contact des gens qui ne se seraient pas rencontrés sans ça. Donc, ça ne veut pas dire que ça, on ne tombe pas dans le jovialisme, dans la naïveté. Là. Ça ne veut pas dire que ça évacue toutes les tensions et les différents politiques, mais au moins, les gens se rencontrent dans une librairie pour Ouais, célébrer la parution d'un recueil de poèmes. Donc, c'est quand même pas rien à mon égard. ouais, ben, c'est important ce que tu dis là, parce que pour moi, la littérature, toute forme de littérature, de toute façon, là, ça demeure un lieu d'échange, même si c'est un acte solitaire d'écrire et un acte solitaire de lire. Je continue à croire que, surtout dans le cadre de sociétés coloniales comme le Québec, euh, on se fait souvent poser la question, en tout cas, il y a plein d'enjeux là, qu'on n'a pas le temps de rentrer, mais des fois, on sent beaucoup, comment je dirais, la grosse problématique des Premières Nations, au-delà de tout le reste, là, c'est le pouvoir de la représentation. Et ça, on peut bien parler de dire oui, le territoire, c'est fait enlever le territoire, c'est fait enlever des pans de culture, mais plein d'autres choses, bien sûr, nos femmes, nos enfants, mais au-delà de ça, le pouvoir de se représenter soi-même. Et c'est ça qui est magique en art et en littérature. C'est que moi, en tant qu'auteur Wendat, j'ai le pouvoir d'écrire ce que je veux et de me représenter moi-même sans avoir un anthropologue qui parle à ma place, sans avoir un agent du gouvernement qui parle à ma place ou un média qui déforme ma pensée ou mes propos. Et j'entends beaucoup auprès de la population québécoise, surtout depuis une dizaine, une quinzaine d'années. Je pense qu'il y a eu une belle évolution, une belle ouverture dans la société québécoise en général. Il y aura toujours une minorité de gens réactionnaires qui ne veulent pas comprendre, mais ça, c'est comme ça dans toutes les sociétés humaines. C'est vrai chez nous aussi. Euh, il y a cette ouverture-là, et la question qu'on pose, c'est oui, mais par où commencer, tu sais? Ah, je dis, ouais, c'est sûr, si tu arrives dans la communauté, tu cognes aux portes, il y a bien des chances que les gens travaillent. Ben là, présentement, ils sont probablement de toute façon en télétravail, allez pas y déranger. Mais la littérature, tu veux en connaître plus sur l'univers des Premières Nations? Ben, plonge-toi dans un livre. C'est la porte d'entrée. Et c'est pour ça que, encore aujourd'hui, en 2022, je dirais qu'un de nos derniers champs de bataille, si je retourne dans mon plan, là, dans le plan élaboré avec Maurizio au début des années 2000, dire comment on fait pour faire sortir, il y a beaucoup de batailles qu'on a déjà gagnées. C'est jamais gagné à 100% parce qu'il y a toujours un balancier, mais aujourd'hui, au moment où on se parle, les auteurs ils sont publiés, ils sont sur les tablettes. Les auteurs, on en parle dans les revues, on en parle dans les médias. Bon, on pourrait se plaindre qu'on parle toujours des mêmes, c'est-à-dire ceux basés à Montréal, mais je pense que c'est le problème du Québec au complet, là, pas juste des Autochtones, et ça me fait royalement suer. La pandémie aura eu ça de bon que maintenant, Radio-Canada n'invite plus seulement des artistes de Montréal, vu que c'est à distance, il invite des gens de partout au pays. Alors, on peut remercier la pandémie, ne serait-ce que pour cette petite chose-là. Mais on a beaucoup de batailles de gagner, je pense, au niveau des littératures autochtones. Il y a une reconnaissance. Il y a deux choses, bon, il y a plusieurs choses, mais bon, disons, concentrons-nous sur l'éducation. Et pour moi, c'est là le défi. C'est pour ça que j'ai accepté d'être présent aujourd'hui quand j'ai reçu l'invitation, parce que la littérature autochtone demeure, ou les arts autochtones demeurent la porte d'entrée la plus facile pour comprendre les réalités autochtones.
Et elle est accessible, elle ne demande qu'à être enseignée et à réfléchir avec les étudiants en classe. Malheureusement, les programmes du ministère de l'Éducation ne parlent pas, à moins que je les changer très récemment, là, je dois avouer que j'ai pas été, je suis pas retourné dans les programmes depuis 2 ans, mais à nulle part on indique les littératures autochtones comme un champ d'études plausible, acceptable au minimum, nécessaire, je pense, dans le vivre ensemble. Tu peux pas comprendre notre pays, notre continent, notre province, notre bout de terre, notre MRC, si tu ne connais pas les Premières Nations et leur réalité à la fois historique et contemporaine. Et la littérature est la meilleure porte d'entrée. Bien sûr, vous pouvez leur faire lire un livre écrit dans le nord-ouest des États-Unis, traduit en français par un Français en France. Il y a quelques années, j'ai longuement travaillé à une école pour adultes. Je pointe parce que je suis juste à côté, là, vous ne le voyez pas, au CDFM en Wendake. Puis, malheureusement, quand je commençais à travailler là, on parlait avec les profs, à l'époque, dans la littérature, disons, qui était accessible pour quelqu'un de secondaire, là, tout ce qu'il y avait, c'était des écrits faits par des Autochtones des États-Unis, traduits en France. Je sais pas si c'était assez problématique, là, on s'entend, là, que les jeunes, ça se passait sur une réserve là, de mon Dieu, Cœur d'Haleine, là, ça prend un Sherman Alexis, mettons, qui était traduit, puis les jeunes de sa réserve disaient Putain de merde! Là, non, c'est pas vrai, tu t'enseignes ça à des étudiants autochtones, il n'y a personne qui va penser que c'est lui qui parle, là, ça ne marchait pas. Aujourd'hui, non seulement on a des auteurs autochtones au Québec de qualité qui écrivent en français, mais en plus, de plus en plus, on a des traductions qui proviennent d'auteurs autochtones anglophones d'ailleurs au Canada, mais qui sont traduits au Canada, principalement au Québec, en Ontario, principalement, et qui donnent des très belles traductions, et de plus en plus, et ça, c'est une nouvelle façon de faire qui se dessine chez les éditeurs, et je les félicite de ça, parce qu'il y a encore trop peu, pratiquement pas de traducteurs autochtones. Donc, souvent, c'est des traducteurs allochtones, mais dans les nouvelles façons de faire chez les maisons d'édition, on va jumeler un traducteur allochtone avec un auteur, ou en tout cas, porteur de tradition, quelqu'un qui connaît l'histoire, un autochtone finalement qui va l'aider pour les expressions, pour l'aider à bien cibler, que toutes les nuances ont bien été comprises. Donc, il y a des façons de faire qui fait qu'on a des livres sur les tablettes d'une très, très grande qualité qui permettent aux gens de rentrer dans nos univers, hein, parce qu'il n'y a pas une réalité autochtone. Malheureusement, pour différentes raisons, probablement des raisons d'éducation, mais pas seulement. On parle de littérature autochtone aujourd'hui, mais au Québec, force est de constater qu'on parle essentiellement de littérature Innu et de littérature Wendat, parce qu'il y a très, très peu de représentants d'autres nations qui publient. Tu m'amènes à. On va parler de l'éducation étant donné qu'on est une gang de profs là, avec toi aujourd'hui. Juste deux notes avec ce que tu as dit. Ton propos me fait beaucoup penser à la préface que tu avais écrite de ton premier recueil chez Mémoire d'Encrier, Les Grandes Absences, c'est ça, je ne me trompe pas? Oui. Le préface qu'on reprend d'ailleurs dans l'anthologie, tellement pour moi, elle nous parle bien du statut de l'écrivain autochtone. Quand tantôt tu nous as dit que les littératures autochtones, bon, c'est des textes écrits par des auteurs autochtones, puis que les thèmes importent peu au final, ça me fait penser à ta préface. Et ça me fait penser aussi à l'importance que notre horizon d'attente en tant que prof soit pas trop figé, soit pas trop qu'on se laisse surprendre, que notre façon de concevoir la littérature autochtone ne soit pas prédéterminée par des thèmes, par des préoccupations, etc. Là. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose je pense qui est important. La Oui, deuxième puis c'est chose, important, puis t'es mieux d'avoir, si tu veux comprendre, juste pour renchérir un peu ce que tu viens de dire, je continue à croire que si tu veux comprendre la psyché d'un auteur, d'un autochtone ou d'un groupe ou
On est des individus, hein, de la même façon que je ne m'adresserai pas à Jean-François si je veux savoir ce que pensent les Québécois, là, tu sais, comme spécimen unique, représentatif de l'ensemble. Encore moins de dire Jean-François est notre représentant de l'Eurasie, parce qu'il représente tous les peuples eurasiens. Vous êtes tous pareils, vous pensez tous pareils. C'est la même chose pour les Premières Nations, hein. On est des individus dans des communautés, dans des nations, et il y a l'ensemble des Premières Nations, un peu comme il y a l'ensemble des peuples de l'Eurasie, mais personne ne s'attend à ce que quelqu'un à New Delhi, à Shanghai et à Paris vive de la même façon puis pense la même chose. Mais le Québec est aussi diversifié que l'Eurasie en termes de population autochtone. Tu sais, un Innu, c'est un Innu, un Wendat, c'est un Wendat. Notre histoire n'est pas la même. Notre culture n'est pas la même, nos langues d'origine ne sont pas les mêmes, nos désirs ne sont pas nécessairement les mêmes. Et même si tu regardes, les Inuits sont très répandus géographiquement, mais la réalité du Namenchipu n'est certainement pas celle de Pessamit, ni de Wahat ou de Mastaviats. Donc, il y a des réalités. Par contre, on peut avoir accès à quelque chose. Et pour moi, finalement, maintenant que je me perds dans ma parenthèse, je la referme. Et je veux dire, pour moi, c'est plus pertinent pour comprendre une réalité autochtone de lire un roman écrit par un autochtone, mais se déroulant en Russie pendant la Deuxième Guerre mondiale, que de lire Agagouk ou Serge Bouchard. Même si Serge va parler des Autochtones, puis que, bon, Thériault, évidemment, parlait des Inuits, il ne l'était pas, il ne le vivait pas de l'intérieur. J.D. Kirkness publie de la littérature autochtone, même s'il a fait pas nécessairement référence dans son deuxième un petit peu, dans son premier du tout, du tout. C'est l'histoire d'une jeune tueuse en série de vengeance. Mais c'est un roman inou quand même, parce que c'est sa pensée qui s'incarne, et c'est rien de cohérent. Je veux dire, évidemment, c'est notre être, c'est une question de la psyché qu'on peut incarner, qu'on peut rédiger du moins, et c'est ce que ça laisse transparaître. Euh, voilà, je pense que j'ai fini de me perdre, Jean-François. Je te redonne le crayon Non, de mais la... la question, je voulais juste, je vais finir avec mon deuxième point, puis je pense que ça va nous amener à la période des questions. Euh, En 2000, je voulais parler de Quisipin, en fait, le premier livre de Naomi Fontaine, son premier roman, qui a été publié en 2011. Je l'avais mis au programme, moi, assez rapidement, en littérature québécoise. Puis, ça m'avait marqué dans sa dissertation. Il y a une étudiante qui était vraiment une très bonne étudiante. Sa dissertation était très bien écrite. C'est rare que je parle des dissertations de mes étudiants, là, surtout 10 ans plus tard, mais celle-là était particulière. Mais en plus, elle avait écrit quelque chose, je pense, qui était très juste, surtout pour des gens de la région de l'Estrie où il n'y a aucune communauté autochtone qui se trouve sur le territoire estrien. Elle avait écrit que Quisipin lui avait rappelé que ces gens-là vivaient encore. Parce que les cours d'histoire du secondaire lui avaient laissé l'impression que ces gens-là s'étaient évaporés et avaient disparu. Et qu'à travers Quisipin, non seulement elle s'était rendue compte de sa méprise, qui est assez grave, que ce n'est pas de sa faute, mais c'est quand même une méprise assez considérable. Mais en plus, elle s'était rendue compte que ben, ces gens-là, à travers Quisipin, ces gens-là, vivent, aiment, saillissent, se chicanent, se réconcilient. Bref, c'est l'histoire d'une communauté comme bien des communautés. Et là, j'avais vu la force de la littérature. Tu parlais de rappeler qu'il y a d'abord et avant tout des individus. Ben, je pense que la littérature est capable de faire ça à travers les histoires, peu importe que ce soit un roman policier comme celui de Kirkness ou que ce soit un roman ou un recueil de poésie qui aborde des thèmes peut-être plus attendus dans l'univers autochtone. Fait que bref, j'avais eu une très belle expérience d'enseignement avec Quisipin à l'époque. Et évidemment, bon, ça m'avait encouragé à continuer à mettre des œuvres autochtones au programme. Pour lancer la période des questions, je serais peut-être curieux de t'entendre, Louis-Carl, puis voir si ça fait écho aussi dans les préoccupations de mes collègues. Bon, moi, ça fait quand même relativement, ça fait peut-être une dizaine d'années que je me promène dans les cégeps où il y a des collègues qui me contactent. Au départ, le disant, c'était beaucoup qu'est-ce que je pourrais mettre au programme.
Quel auteur tu me conseilles? Qu'est-ce que tu penses qui pourrait fonctionner au collégial? Puis c'était peut-être l'idée derrière un peu l'anthologie qu'on a travaillé avec Olivier et Naomi pour Année Norac. Dans les dernières années, les préoccupations des profs ont changé. Là, on me contacte plus dans pas que de qu'est-ce que je peux mettre au programme, mais plus comment je peux l'aborder, ce qui est une très bonne question selon moi, là, qui dénote aussi une évolution des sensibilités et des mentalités, mais je sens quand même aussi poindre, augmenter une certaine forme de malaise. Est-ce qu'on peut mettre ça au programme? Si je le mets au programme puis que, malgré toute ma bonne volonté du monde puis mes recherches, je dis deux, trois des trucs inexacts ou des trucs qui frôlent un peu la niaiserie, est-ce que c'est grave? Et là, je sens beaucoup d'inquiétude chez certains de mes collègues. Et bon, moi, c'est sûr, ça me préoccupe sur le. J'ai toujours peur d'un effet de ressac. Il y a l'effet de mode qui est forcément, qui est là en ce moment, mais qui, je pense que tu l'as bien dit, Louis-Carl, est quelque chose de durable, est quelque chose qui s'est vraiment installé de façon très solide. Là. Mais Moi, j'ai j'ai peur toujours aussi peur. Moi, je suis d'accord. d'une forme de ressac que certains collègues sont mal à l'aise là, de mettre au programme ces œuvres-là parce qu'ils ne savent pas comment les aborder, comment bien les aborder, alors que c'est des œuvres littéraires à la base. Je ne sais pas ce que Mais tu en penses, Louis-Carl, puis après ça, on pourrait y aller avec les questions. il y a plusieurs niveaux de réponse, mais moi, je suis d'accord avec toi. J'ai peur de ce ressac-là aussi parce que, d'une part, bon, il y a un ballon, hein, des fois, il y a un effet de mode, puis il peut y avoir le retour du balancier, puis surtout dans la mesure où c'est que les littératures autochtones ont toujours ont toujours été politisées, et deux, aussi parce que historiquement, on a vécu des ressacs. Tu sais. Pourquoi il n'y a pas eu de publication dans les années 80 que c'est sûr que Capèche, le Québec n'était pas prêt à entendre ce que Capèche avait à dire. Tu sais. Je ne sais pas si les gens avec nous, si ont lu les livres de Capèche, particulièrement son premier, Je suis une maudite sauvagesse, c'est le procès du colonialisme québécois et de ses effets directs sur la population Innu, évidemment de sa région. Elle était chef à l'époque dans le Grand Nord. Et il y a eu un ressac après. On l'a vu pendant la crise d'Oka, ou la bataille de la Pinède, ce que les médias québécois ont appelé la crise d'Oka. Il y a eu un ressac même. On ne faisait plus jouer Cashtin à la radio. Je veux dire, ça l'a tué Cashtin, qui était des Inuits, qui avaient le Wahat Maliotenam. Ça n'a absolument rien à voir avec les peuples Mohawks, mais il y a eu des amalgames et les radios ont tué Cashtin à cette époque-là. Donc, il y a toujours un risque de ressac, que ce soit dû à des éléments politiques et disons, aux réactions, disons, la frange réactionnaire québécoise, ou à juste comment je fais ça, tu sais, un peu comme tu dis, puis je le comprends. Mais là, il y a deux façons d'aborder la littérature. Ben, il y en a plus que deux, mais moi, je me dis, l'avantage pour un professeur, je pense, tu sais, on ne connaît pas tout. Je ne connais pas tout, vous ne connaissez pas tout. Vous avez été formé pour enseigner la littérature québécoise, la littérature francophone, la littérature X, française. Peut-être vous ne connaissez pas, vous n'avez pas eu de formation en littérature autochtone, mais moi, j'ai le goût de vous dire, perdez pas de temps sur le contexte, vous ne le connaissez pas, le contexte. Vous pouvez faire des recherches si vous pouvez le faire, si vous avez du temps, si ça vous intéresse, mais à base, laissez parler l'auteur. Puis moi, je continue à croire, puis peut-être je me trompe, je continue à croire que c'est correct qu'un professeur ne sait pas tout, tu sais. C'est-à-dire que, regarde, moi, j'ai découvert ce livre-là, ça me parle, je vois ça, je ne sais pas si c'est ça. Vous, qu'est-ce que vous y voyez? Qu'est-ce que ça vous donne? Surtout, ne faites pas l'erreur de parler à la place de l'Autochtone. Hein? Donc, ça, c'est-à-dire que, comme je vous dis, ce qu'on nous a enlevé, c'est notre pouvoir de représentation, hein? De se représenter soi-même. Alors, si on le publie, super, vous y avez accès maintenant, le monde a accès. Alors, en classe, évitez de reparler par-dessus l'Autochtone, de faire une mauvaise mise en contexte. Et ça, je pense que c'est un piège. Par contre, si vous partez
avec une attitude d'ouverture, on découvre ça ensemble, tu sais, ben, moi, je pense que c'est dur de se tromper, tu sais, quand on admet qu'on peut se tromper, puis qu'on y va de bonne foi, là. Je sais qu'il y a des professeurs à l'université avec qui j'ai longuement discuté, qu'ils enseignaient littérature autochtone, mais là, ça venait culture et littérature. Non, non, tombez pas dans ce piège-là, là, d'essayer d'essentialiser les cultures autochtones, puis C'est parce que, bien sûr, la littérature peut vous amener à parler de certains éléments culturels, bien sûr, mais on n'a pas besoin du méga bagage de tout connaître ces cultures autochtones pour apprécier un livre autochtone. Oui. Et je peux témoigner, moi, je suis tombé souvent dans ce piège-là, là, c'est-à-dire de finir par ne jamais parler du livre. Euh, C'était pas de la mauvaise volonté, là, Ben, mais il y avait tellement de questions d'ordre culturel ou de contexte historique. Donc là, maintenant, je fais vraiment attention de partir du livre, partir même du plaisir de lecture que j'ai pu éprouver, qui m'a donné le goût de le mettre au programme. Là. Mais oui, effectivement, cette erreur-là de plus être capable de sortir du contexte, puis finalement, on parle pas de l'œuvre, ce qui est assez désolant dans un cours de littérature, évidemment. mais je pense que ça pourrait arriver dans n'importe quel cours de littérature, tu sais, mais c'est encore plus problématique au niveau autochtone à cause, oui, rapport de pouvoir, à cause de l'ignorance partielle, tu sais, à la fois des étudiants, des professeurs qui veulent bien faire, tu sais. On peut pas être contre la mauvaise foi, mais en le sachant à l'avance, OK, bon, laissons la place à l'œuvre, au besoin, il y a des programmes qui existent à l'UNEC, là, invitons, invitons l'auteur dans la classe pour en discuter, tu sais. Il nous le dira, peut-être qu'on est dans le champ, puis vous savez quoi? Les auteurs non plus n'ont pas la connaissance infuse, là. Tu sais, moi, je connais pas toute l'histoire de ma nation, même si je suis historien, j'en connais des bons bouts, là, puis je connais quand même bien la culture traditionnelle Wendat pour la vivre, mais moi, je vous parle de chasse, là. Je suis pas un chasseur. J'ai jamais chassé de ma vie. Ouais, j'ai tué une perdrix à l'âge de 16 ans, là, mais tu sais, Jean-François pourrait nous parler de chasse plus longtemps que moi, là, tu sais. Fait que si j'écris ça à la chasse, là, invitez-moi pas à parler de la chasse, parce que c'est pas parce que j'en glisse un mot dans un livre que je connais ça. J'y connais strictement rien. Et ça, des fois, c'est un des pièges dans lequel aussi les professeurs vont tomber, tu sais, ou les médias aussi. On va inviter des gens par la TV. Ah, il y a tel sujet, on va inviter Ghislain Picard. Ouais, mais Ghislain, c'est un politicien. Ça ne veut pas dire qu'il connaît ce dossier-là, là, tu sais. On va inviter Joséphine. Oui, mais là, tu veux parler d'une situation tendue qu'à Ganestagé. C'est pas la même culture, c'est pas la même tradition, c'est pas les mêmes lois traditionnellement. Tu sais, la société iroquoise, c'est des lois très strictes, une tradition très ça n'a rien à voir, tu sais. Joséphine, c'est un trésor national, je l'adore, mais elle ne peut pas nous parler de la situation en Ganestagé, là, tu sais. Donc, les gens font des amalgames des fois et ont tendance à penser qu'on a la science infuse, puis on ne l'a pas. Tu sais, moi, je n'ai pas la science infuse.